Merci d'accueillir sur scène l'agriculteur Hervé Pillot et le directeur de Madines Studio, Vincent Puren. Tous. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour, Vincent. Je ne sais pas si la tête d'Hervé vous dit quelque chose, mais si vous étiez là au début de la conférence, Hervé a dit une phrase qui m'a interpellé dans le documentaire qu'on vous a projeté. Consommer local, c'est un devoir citoyen. Produire global, c'est la vocation, c'est la nécessité des agriculteurs. Alors, vous le savez aussi bien que moi, la notion de local, c'est quelque chose qui aujourd'hui est au cœur des discours des institutions, de nombreuses entreprises aujourd'hui. Il faut consommer local, le Made in France. Global, c'est quelque chose qui est un peu plus décrié. Tout ce qui est international, il faut éviter d'importer, d'exporter. Attention à l'environnement. C'est pour ça que cette phrase m'a interpellé, Hervé, parce que pourquoi global et pourquoi les agriculteurs doivent produire global ? Tout d'abord, parce que l'agriculture est un enjeu majeur et l'alimentation derrière, en fait, c'est ce qui nous fait vivre. On retrouve l'alimentation dans toutes les religions parce qu'elle a un caractère sacré. Et pourquoi consommer local? Pourquoi c'est un devoir? Et puis les gens le veulent aussi pour connaître d'où vient, on va y revenir tout à l'heure, d'où vient notre alimentation et pourquoi pour nous, agriculteurs, nous devons produire global. On dit communément qu'on sera 10 milliards d'habitants sur Terre en 2050, c'est-à-dire demain. On est 7 milliards actuellement. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Après, il faut voir un petit peu la répartition. On est 1,3 milliard d'Occidentaux, bien pensants, convaincus de détenir la vérité, dominer le monde. Un petit peu vrai des moments. Actuellement, 50% de l'humanité est dans un cercle qui va du Japon, la Corée, la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. On retrouve 50% de l'humanité là. En 2050, nous, on va avoir commencé à réduire. On ne sera plus qu'1,2 milliard, donc l'Amérique du Nord et l'Europe. Et le bloc asiatique aura augmenté encore de 20%. L'Afrique aura augmenté de 125%. C'est énorme. C'est une chance pour l'Afrique, à condition que les choses se passent comme elles se doivent. C'est-à-dire que ce bloc asiatique n'a pas de terre pour nourrir ses populations. En France, on a à peu près 4 hectares pour nourrir un Français. En Chine, il y a 0,2 hectares. Vous voyez la différence. Donc, il y a 3 possibilités pour eux. Il y a l'agriculture verticale, ils commencent à en faire et je pense qu'il s'en fera de plus en plus. Et là, le numérique apportera beaucoup parce que c'est une agriculture de connaissances. Et après, il y a deux autres possibilités. C'est de faire ce qu'ils ont commencé à faire, aller coloniser les terres africaines, Madagascar et un certain nombre de pays en Afrique. Alors quand un Chinois arrive quelque part, ce n'est pas pour nourrir les populations locales, c'est pour faire de l'alimentation, pour nourrir sa population chez lui. Et l'autre possibilité, c'est que nous, on soit en capacité, avec des terres très riches, avec un vrai savoir-faire, de pouvoir en partie exporter chez eux pour pouvoir les nourrir. L'exportation telle qu'on l'a connue depuis 40 ans n'est pas satisfaisante. On exportait des surplus, notamment sur l'Afrique. C'est comme ça qu'on est passé d'une Afrique autosuffisante au niveau alimentaire à peu près 80-90% en 1960 à peine 50%, 40% actuellement. Ça, c'est dramatique. Et ils sont en capacité de produire beaucoup plus, mais faisons en sorte qu'ils produisent pour eux. Et pour ça, nous, je pense qu'on a un vrai devoir. C'est là que je pense que les choses deviennent globales, d'aller nourrir ces populations. Alors la France n'a pas vocation à aller nourrir toutes les populations asiatiques, évidemment. Mais on a un savoir-faire, on a dans nombre de productions un savoir-faire d'excellence qui est reconnu dans ces pays-là. C'est un vrai marché d'opportunités à prendre. Certes, ça fera peut-être un petit peu moins de produits de qualité en France, mais je pense qu'il faut aller chercher ce marché. Ça va nécessiter en tout cas beaucoup de transparence. Et c'est là qu'intervient la blockchain. Oui. Vous connaissez tous la blockchain, cette notion, d'ailleurs on pourra la redéfinir après, qui est connue dans le monde bancaire. Le mot le plus proche de la blockchain qui est connu, c'est le bitcoin, cet indice monétaire. Aujourd'hui, a priori, la blockchain va permettre à l'agriculture justement d'apporter cette transparence. Expliquez-nous. Alors, je me situe beaucoup dans la prospective en parlant de blockchain, parce que la blockchain est une techno qui a, je dirais presque quelques mois. Des use cases en traçabilité, on en a peu, on en a un peu. Alors pourquoi c'est une vraie opportunité? Les blockchains apporteront de la transparence dans la traçabilité tout au long de la supply chain. Et le droit à savoir ce qu'on met dans notre assiette est aussi vrai chez mon voisin, chez moi en Vendée, pour qui j'essaye de produire, je suis producteur de lait, de produire 2 ou 3 produits sympas. Mais s'il s'en exporte à Qingdao, sur le bord de la mer de Chine,
il a le droit à la même traçabilité. Et là, on a plusieurs possibilités. Ou c'est des tiers de confiance qui le font, ça coûtera très cher à mettre en place, et on arrivera à un moment où le coût de la traçabilité sera peut-être plus important que l'aliment qu'on va vouloir tracer. Ça, c'est pas très satisfaisant. Et si on y va par des automatismes, quand on met en place un protocole de traçabilité ou de certification ou de contractualisation, là, il y a un travail à faire par les hommes, ça on ne va pas le déléguer à la machine, mais quand le contrat est établi, quand la traçabilité est établie, après la machine peut se débrouiller. C'est là l'intérêt de la blockchain. Et si on ne le concentre pas vers un hub, qu'on le partage à travers des milliers d'ordinateurs, je pense que c'est une vraie opportunité. Je pense que ce n'est pas la blockchain qui créera le besoin, mais c'est un besoin qui fait qu'on va capter des technologies qui peuvent nous servir pour satisfaire ce besoin-là. Je pense que c'est là-dedans qu'on va, je l'imagine, je l'espère, se situer. Je ne sais pas vous, mais cette notion de blockchain, ce côté désintermédié, ça me fait penser à une autre notion qui était à la mode ces dernières années, c'est l'économie collaborative. Est-ce qu'on ne peut pas créer, est-ce que justement il n'y a pas un lien existant entre ces deux notions de blockchain et d'économie collaborative? Si, je rajouterai une chose, c'est les plateformes. Actuellement, on a des plateformes qui sont des hubs vers qui on... Donc, des plateformes d'intermédiation vers qui on concentre le data, vers qui on concentre des données, un certain nombre de choses pour après les repartir autrement. La blockchain va permettre de le faire en réseau collaboratif maillé. Et c'est là toute la différence. Je pense qu'on revient à ce qui aurait dû être l'origine d'Internet. Les pères d'Internet, quand on rêvait de ça déjà à l'époque, il y a 25 ans, c'est pour diverses raisons qui m'échappent, ça ne s'est pas fait. Je pense que là, on va pouvoir y arriver. Alors pourquoi le monde paysan est prédisposé à ça, en fait, parce que l'agriculture, on parle beaucoup de la révolution verte qui a eu lieu dans les années 60, sans s'en rendre compte, un peu comme M. Jourdain, ça s'est fait sur un mode collaboratif. C'est là que se sont créées des coopératives, c'est là que se sont créées des formes d'exploitation communs à plusieurs fermes, les unes à côté des autres, des GAEC, pour employer le nom technique. Et alors, les choses ont un peu dévié, parce que si on n'est pas né comme le reste de l'économie, de l'industrie, par des méthodes tayloriennes, on a eu tendance, en très peu de temps, à les épouser. Ce qui est assez dommageable, parce qu'on a perdu le cœur de ce qu'a fait cette économie collaborative. Dans un livre que je sors dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on revienne aux origines de ce qui a été fait par nos aînés dans les années 60, et qui est tout simple en fait, qui répondait à un besoin. Demain, alors la différence, c'est qu'à l'époque, ça s'est fait agricolo-agricole, entre nous. Là, on va devoir le faire avec l'ensemble des consommateurs. Et c'est un peu le côté magique de l'affaire. L'agriculture a toujours été le socle de notre société. L'agriculture aujourd'hui, où les agriculteurs sont dans une situation financière compliquée, je pense que je l'apprends à personne, en tout cas un certain nombre. En quoi est-ce que la blockchain aujourd'hui peut aider les agriculteurs à justement pérenniser, au moins rendre leur situation financière plus agréable? Il y a un maître mot qu'on utilise souvent, nous, paysans, c'est garder l'autonomie de décision sur nos entreprises. L'agriculture est et restera un énorme puzzle de micro-entreprises. La plus grande des fermes en France reste une micro-entreprise. Si on compare à des majors de l'industrie ou du service, on reste des micro-entreprises. Et à partir de là, derrière la blockchain n'est qu'un outil au service de réseaux collaboratifs maillés. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Alors en quoi ça va nous servir ? L'agriculture s'est développée depuis 50 ans par une utilisation massive d'intrants, donc d'engrais, de phytosanitaires. Je vais peut-être vous choquer, mais heureusement qu'on l'a fait. On ne l'aurait pas fait à la sortie de la guerre, je pense qu'on n'aurait pas pu nourrir tout le monde. Mais tout le monde est convaincu qu'on arrive au bout d'un système avec ça. Et je dirais même qu'on arrive au bout, moins par le fait que le consommateur ou le citoyen l'accepte le plus trop, mais surtout qu'on n'aura plus les matières premières pour le faire. Et il nous en reste suffisamment, je pense, pour tenir un certain nombre d'années, mais pour faire cette mutation, qui sera dans le temps long. On dit que tout s'accélère, je ne pense pas. C'est le temps long et le temps court qui sont en train d'évoluer. Et on n'y arrivera pas par des règlements, on y arrivera par l'innovation. Et elle sera où l'innovation? C'est dans l'exploitation du data. On rentre dans une agriculture qui sera une agriculture de connaissances. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on était un énorme puzzle de micro-entreprises. On ne peut traiter le data en agriculture qu'en réseau collaboratif maillé, là encore une fois. Et la blockchain nous servira à quoi là-dedans? C'est que pour partager ces données, on ne pourra pas toutes les mettre en open source,
C'est pas possible, ça serait pas cohérent. Donc on va mettre en place, en plus des protocoles techniques, des protocoles politiques d'échange de données. Et un coup, que le protocole sera mis en place par les organisations d'agriculteurs, mais pas que. Sûrement que le consommateur aura quelque part son mot à dire à certains niveaux, à certains égards. Après, les machines, donc la blockchain, pourra mettre en œuvre ces échanges de données pour avoir des algorithmes de plus en plus puissants qui nous permettront l'agriculture de connaissances. On parle beaucoup actuellement de permaculture, par exemple. Je vous dirais à la fois j'y crois pas. J'y crois dans le long terme, j'y crois pas dans le court terme. Pourquoi? Parce que mes cheveux blancs vous font voir que j'ai pas vraiment 20 ans. Mon expérience de paysan fait que quand je bricole de trop, d'une part avec la nature que je la méprise un peu, ou alors que j'ai pas fait vraiment ce qu'il faut, elle me fout la claque au retour tout de suite et les rendements ne sont pas là. Et ça, on n'a pas le droit, parce que d'une part, il faut qu'on rentabilise notre outil, et puis en plus, si on veut contractualiser nos produits pour satisfaire le marché, on se doit d'avoir un résultat au bout. Donc, avec le temps, on arrivera à ça. Et si je prends 1000 agriculteurs, on va prendre des chiffres simples, 1000 agriculteurs qui ont chacun 100 hectares, s'ils mettent chacun 1 hectare, 1% de leur terre, dans de l'expérimentation, de l'agriculture de conservation, voire demain de la permaculture, on va pouvoir là créer un vrai réseau expérimental qui va nous monter. Alors, les chercheurs qu'on a à l'INRA en France ou ailleurs sont utiles, mais on aura à la fois du bottom-up et du top-down. Et en fait, il y a 50 ans, c'est comme ça que ça s'est créé, et on reviendra à ça. Si on se recentre sur la blockchain, on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de Saint-Esprit, il n'y a personne, il n'y a pas d'intermédiaire. Comment est-ce que ça peut fonctionner sans intermédiaire? Alors déjà, il y a un côté mystérieux, parce que le père de la blockchain et du Bitcoin, Sakamoto, personne ne sait si c'est un groupe, si c'est un homme, si c'est une femme, d'où il vient, personne ne sait. Donc déjà, ça met un côté un peu sulfureux dans l'affaire. Alors après, on a dit que le Bitcoin sert à tout, à blanchir de l'argent, à trafiquer de la drogue, des armes, tout. C'est vrai. On va dire le contraire, c'est vrai. Comme Internet au sens Mais ça ne sert pas qu'à ça. Et c'est la même chose que les réseaux sociaux. Plus on utilisera les nouvelles technos pour du beau et du bon, moins on laissera de place à ce qu'il n'y ait pas. Donc, c'est pas parce qu'il y a ça qu'il ne faut pas l'utiliser pour autre chose. Alors, effectivement, il y a ce côté un peu nébuleux et sulfureux, mais je pense que le moment est venu d'essayer quelques use cases, très modestement. Il n'est pas question de faire un grand plan qu'on va organiser tout le commerce mondial. Alors ça, nos politiques sont capables de le faire, de l'imaginer. Mais c'est pas comme ça que ça se fera. Je pense qu'avec des proof of concept, ce qu'on sait faire, quoi, des use cases et après des produits minimum viables, on arrivera à le monter petit à petit. Il y aura des échecs, mais je pense qu'à terme, on arrivera à faire quelque chose de satisfaisant là-dessus. Vous le disiez en introduction, on est vraiment aux prémices de cette nouvelle ère de la blockchain. Est-ce qu'il y a quand même, pour illustrer tout ce que vous dites, un exemple qui peut être cité ou une structure qui travaille dessus? Alors, oui, il y en a deux. Il y en a une qui existe depuis quelques années, qui s'appelle Provenance, qui est en Angleterre et en Australie. Provenance, c'est une plateforme qui travaille sur la blockchain pour tracer, c'est beaucoup sur le poisson qu'ils ont commencé à travailler. Jesse Baker, quand est la CIO, un très très bel outil. C'est en parler, je t'invite à l'inviter un jour ici, ce serait très intéressant. Avec plaisir pour les prochaines. Donc, ils ont déjà là un certain nombre de use cases sur la traçabilité du poisson. Et il y a une entreprise qui est en train de se créer, qui est créée, mais vous ne la trouverez pas encore, sauf si c'est au registre du commerce, qui s'appelle Connected Food, qui va également travailler là-dessus. Et on essaye avec eux de faire des premiers use cases, effectivement, pour pouvoir demain tracer nos produits. Et c'est là que moi je veux que ce soit nous, paysans, qui nous emparions avec le consommateur. Si on laisse faire ça aux intermédiaires, allez, je vais le dire, la grande distribution qui nous a quand même pourri la vie, parce que tu as parlé tout à l'heure de crise agricole. Depuis 40 ans, on a voulu nourrir nos concitoyens gratuitement, je vais vous choquer, mais au point de permettre aux consommateurs de gaspiller à peu près un tiers de ce qu'ils achètent. C'est scandaleux. Et c'est scandaleux parce qu'on fait crever les agriculteurs. C'est scandaleux parce qu'on n'a pas le droit de gaspiller de la nourriture. Et là, on ne doit pas les laisser s'en emparer. C'est pour ça qu'il faut que nous-mêmes, on s'empare de ces technologies-là.
techniquement, ça semble compliqué qu'ils s'emparent. Et comme toute révolution, il y a des gagnants, il y a des perdants. Bon, visiblement, la profession, les producteurs vont s'en tirer demain grâce à ce côté sans intermédiaire. Mais est-ce que la grande distribution sera pour autant perdante? Et effectivement, mais est-ce qu'elle est capable aussi d'en tirer des bénéfices? Ah bah oui. Alors, pourquoi je fais le pari, moi, que les agriculteurs vont s'en emparer? C'est qu'on est vraiment dans la panade, et c'est toujours dans l'adversité qu'on évolue, c'est toujours dans l'adversité qu'on trouve des solutions. Israël, qui est un des pays, pour moi, les plus magiques au monde, où on trouve le plus d'innovation, particulièrement dans les milieux des ag-tech, des green-tech et du food. C'est simple, tout est adversité là-bas. Les voisins ne sont pas trop sympas, mais ils ne sont pas sympas avec eux non plus. Le climat n'est pas bon, l'eau est salée, la terre n'est pas toujours généreuse, donc ils sont obligés d'innover. C'est pour ça qu'ils y arrivent. Et on se trouve, nous, maintenant, un petit peu dans cette situation. Et moi, je resterai définitivement, je pense maintenant, un éternel optimiste, un éternel étudiant. On se doit de retrousser les manches et aller chercher des solutions. Alors, est-ce que celle-là en est une? Je le pense. Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer, mais c'est à travers ces technos qu'on peut prendre pour résoudre les problèmes. C'est pas, je le disais tout à l'heure, c'est pas tant les technos qui génèrent le besoin, c'est le contraire. On a un besoin, on va choper, et ce qui est magique actuellement, c'est qu'on en a un paquet qui nous arrive. Il y a juste à se pencher pour les ramasser, quoi. Posez-nous vos questions, on va les prendre au fil de l'eau. Je pense que vous avez des tas de questions. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain en plus, hein, c'est, je pense, assez important pour le souligner, qui donc construit cette nouvelle ère. J'ai une dernière question, Hervé. Est-ce qu'on peut dire, sans bullshit, que la blockchain, c'est la plus grande révolution à venir dans le monde agricole? Est-ce que c'est la plus grande? Je pense que ça, si on la saisit, ça peut être la plus grande. Je suis à peu près sûr que c'est dans le domaine de la supply chain que la blockchain aura le plus de cas d'usage. À partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les circuits courts sont une nécessité, le manger local est un devoir citoyen, mais on va devoir produire pour beaucoup plus de population, et on leur doit aussi la traçabilité. C'est là que j'y vois un intérêt. Je voudrais prendre une question, je la vois parce que je ne veux pas l'éluder. Nourrir la planète, les OGM sont-ils la seule solution? Là aussi, je vais peut-être vous choquer, des boîtes comme Monsanto avec les OGM ne me font pas peur à travers les OGM. Est-ce que c'est une solution? J'en sais rien. Moi, je n'utilise pas parce que je n'en ai pas le besoin. Peut-être que ça sera une solution pour un certain nombre de choses. Par contre, quand on voit ces boîtes-là est en train de s'accaparer l'essentiel du data pour l'agriculture, là, du coup, ça me fait peur. Et c'est là qu'on a vraiment, nous, à s'emparer ensemble, collectivement, en réseau collaboratif, l'ensemble de ce data, pour le partager, pour le faire évoluer. Il n'y a aucun agriculteur qui peut, comme aucune PME, qui peut gérer du big data tout seul, mais ensemble, on peut y arriver. Et c'est le résultat de ce qu'on aura comme ça qui fera évoluer les choses. Si ça doit se faire par des firmes qui nous l'imposent, là, je pense qu'on va dans un monde qui sera encore moins marrant que celui qu'on a maintenant. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans quelques années et qu'on débriefe ça ensemble. Merci Hervé. Merci à tous.